Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Jean. Auteur Paul Decoq. Chapitre 1, l'accouchement. 1h après minuit venait de sonner à l'église de Saint-Paul. Depuis longtemps le silence régnait dans les rues devenues désertes. Les habitants du 7e arrondissement dormaient, ou du moins étaient couchés, ce qui n'est pas absolument synonyme. Le quartier populeux de la rue Saint-Antoine n'était plus fréquenté que par quelques retardataires, ou par ces gens qui, par état, se mettent en course la nuit. Les uns marchaient au pas accéléré, passant volontiers de l'autre côté de la rue lorsqu'ils apercevaient quelqu'un venir contre eux, les autres s'arrêtaient devant chaque maison, et la lune, qui brillait alors, éclairait tout cela. Elle éclairait encore bien autre chose, puisqu'il n'y en a qu'une pour les 4 parties du monde, et qu'il faut qu'elle serve de fanal aux habitants de l'Europe et de l'Asie, qu'elle se réfléchisse en même temps dans les eaux du Nil, et dans celles du Tibre, que ses rayons éclairent les vastes plaines de l'Amérique et les déserts de l'Arabie, les bords riants du Rhône et les cataractes du Niagara, les ruines de Memphis, et les édifices de Paris, on conviendra que c'est bien peu d'une lune pour tout cela. Monsieur François Durand, herboriste de la rue Saint-Paul, homme de 40 ans alors, qui faisait son état autant par goût que par intérêt, se flattant de connaître les simples mieux qu'aucun botaniste de la capitale, et se fâchant quand on l'appelait grainetier, était couché depuis 11 heures, selon son invariable coutume, dont il ne s'était jamais écarté, même le jour de son mariage, et depuis 12 ans, Monsieur François Durand s'était engagé sous les drapeaux de l'hymen avec Mademoiselle Félicité Legros, fille d'un marchand de draps de la cité. Monsieur Durand était donc couché, et il reposait loin de son épouse, pour une raison que vous saurez bientôt. Monsieur Durand dormait fort, parce que la connaissance des simples ne lui échauffait pas l'imagination au point de le priver de sommeil. Et il y avait déjà quelques instants que sa domestique Catherine lui secouait le bras, et criait à ses oreilles, lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, et releva à demi la tête de dessus son oreiller en disant « Qu'est-ce donc, Catherine? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces cris? » Comment pourquoi, monsieur? Et voilà 10 minutes que je vous dis que madame sent des douleurs qui augmentent à chaque instant, ce qui annonce que l'affaire va bientôt se décider. Monsieur Durand relève tout à fait la tête de dessus son oreiller, repousse un peu son bonnet de coton qui lui masquait les yeux, et murmure en regardant sa domestique avec surprise, « Est-ce que ma femme est incommodée? » « Incommodée !» s'écrie la bonne en continuant de secouer le bras de son maître pour qu'il ne se rendorme pas. « Incommodée ! Hein? Et bon Dieu, monsieur, est-ce que vous avez oublié que madame est grosse qu'elle n'attend plus que le moment d'accoucher? Ah? C'est parbleu vrai, Catherine, dit monsieur Durand en se mettant sur son séant. C'est mon rêve qui fait que ça m'était sorti de la tête. Figure-toi que je rêvais que j'étais dans une plaine où je cueillais de la bardane, et que tout à coup monsieur, il est bien question de votre rêve, je vous dis que madame va accoucher. Courez vite chercher l'accoucheur et la garde, vous savez bien, madame Moka, rue des Nonaindières. Dépêchez-vous, monsieur, moi, je retourne auprès de madame, je ne puis pas la laisser seule. En disant cela, la domestique sort de la pièce où couchait monsieur Durand, depuis que son épouse approchait du terme de sa grossesse. Cette pièce servait de magasin, les murs étaient garnis de tablettes surchargées de plantes, de racines, tandis que d'autres séchaient, suspendus à des cordes tendues en divers sens tout le long de la chambre. C'était sous ces aromates que monsieur Durand couchait provisoirement. Aussi, quand il sortait de son lit, le prenait-on pour un sachet ambulant. « Ça suffit, Catherine, j'y vais, j'y cours », a répondu l'herboriste en bâillant, puis il reste assis sur son lit en se disant « Tiens, c'est singulier que ma femme accouche la nuit d'après mes calculs, elle aurait dû accoucher le jour, mais, dans ces choses-là, je conçois qu'on puisse se tromper, ce n'est pas comme sur les simples et leurs propriétés, celui qui me trouverait en défaut serait bien adroit, je suis sûr que je connais les noms de plus de 2000 plantes, bien plus que ça, et je les sais en latin, qui plus est. Mais dans mon rêve c'était de la bardane, et tout à coup ce n'était plus ça, et je ne puis pas me rappeler en quelle plante elle se changeait. Tout en pensant à son rêve, monsieur Durand a laissé retomber sa tête sur l'oreiller, ses yeux se referment, et bientôt il ronfle de nouveau, sans doute pour tâcher de savoir la fin de son rêve précédent. Catherine est allée retrouver sa maîtresse.
Madame Durand donnait de temps à autre des signes de souffrance. Elle s'impatientait, elle se tourmentait et pensait que l'accoucheur ne viendrait jamais à temps. Madame Durand était d'autant plus inquiète qu'elle n'avait pas encore été mère et qu'elle approchait de sa 35e année. Depuis 12 ans qu'elle était mariée, elle désirait avec ardeur avoir un enfant. Dans les premiers temps de son hymen, Monsieur Durand avait répondu à son épouse que cela ne pressait pas, et qu'ils en auraient plus qu'ils n'en voudraient. Ensuite, comme les années s'écoulaient, et que la famille ne s'augmentait pas, Monsieur Durand avait dit que le commerce allait mal, et qu'il fallait attendre que l'on eût une petite fortune assurée. Mais la fortune de l'herboriste s'augmentant chaque jour, parce que son commerce allait très bien, Monsieur Durand, pour consoler sa femme, se contentait de lui dire « Ce n'est pas ma faute, c'est plutôt la vôtre. Si nous étions au temps des patriarches, j'aurais le droit de vous répudier ou de prendre une seconde épouse, ou d'avoir des concubines, car la polygamie était permise du temps d'Abraham, d'Isaac et du grand Salomon. » À cela, Madame Félicité Durand répondait « Si nous vivions à Sparte ou à Lacédémone, vous m'auriez déjà amené un bel et beau garçon, afin de savoir s'il serait plus heureux que vous, car chez les Grecs, il n'était pas rare de voir une femme mariée se livrer aux caresses d'un beau jeune homme, avec l'agrément de son mari. » Les citoyens applaudissaient à cet acte de complaisance, et en attendaient des enfants bien faits et robustes, qui fissent honneur à la République. « Madame, nous ne sommes pas en Grèce, » avait répondu Monsieur Durand. « Ni en Égypte, monsieur, » lui avait répliqué sa femme. « On assure pourtant que nous avons adopté beaucoup de modes des anciens. Mais revenons à cette pauvre Madame Durand, que nous avons laissée en mal d'enfant, non ? Eh bien, Catherine, s'écrie-t-elle en voyant revenir sa bonne. Monsieur dormait comme un sourd, mais je l'ai réveillé le véla qui court chez la garde et chez l'accoucheur, ah, pourvu qu'il se dépêche, ah. Catherine, quelle douleur, mais aussi quel plaisir j'aurais à embrasser mon enfant, ah, dame. Je conçois ben après 12 ans de ménage. Ça commençait à être tardif, j'ai idée que ce sera un garçon, moi. J'ai parié pour ça une once de tabac avec Madame Moka, qui prétend que ce sera une fille, ah. Fille ou garçon, je ne l'en aimerais pas moins. J'ai envie d'aller réveiller la voisine, Madame Ledoux, oh. Tout à l'heure, Catherine, mais je n'ai pas entendu fermer la porte de la rue, es-tu sûr que Monsieur Durand soit parti ? Pardi, il doit être à présent rue des Nonaindières. Va donc voir Catherine. La domestique, pour satisfaire sa maîtresse, retourne dans le magasin, et avant d'être près du lit, entend les ronflements de Monsieur Durand. Catherine est une grosse fille de 28 ans, vive et franche, qui, par un séjour de 8 ans chez l'herboriste, a acquis chez lui une certaine considération. En s'apercevant que son maître s'est rendormi, elle ne se sent pas de colère. Elle court au lit et commence par jeter à terre les doubles couvertures sous lesquelles l'herboriste reposait. On était au mois de mars, il faisait froid. Catherine espère que l'air un peu piquant, en frappant sur le corps de son maître, le réveillera plus promptement. Cet expédient lui montrait à la vérité Monsieur Durand dans un fort simple appareil, mais dans les circonstances graves, il n'y a plus ni âge ni sexe. Le moyen de Catherine a réussi, et Monsieur Durand, qui sent le vent de bise souffler sur son abdomen et sur ses clunes, se tourne et se retourne sans obtenir plus de chaleur. Enfin, il ouvre les yeux, et paraît fort surpris en se trouvant devant sa bonne et entièrement à découvert. « Qu'est-ce que cela veut dire, Catherine ?» dit Monsieur Durand, en rabaissant d'un air grave un des pans de sa chemise. « Quoi, monsieur ? Est-il possible que vous dormiez encore, quand je vous dis que madame est en mal d'enfant, quand on vous croit parti pour chercher l'accoucheur et la garde ? Ah ! Dieu, vous avez raison, Catherine, c'est donc cela que je rêvais que j'étais à un baptême et… Monsieur, avant d'être au baptême, il faut d'abord que madame soit tirée de là, c'est juste, mais qui diable m'a mis comme cela in naturalibus ? Oh ! Dame, je ne vous quitte plus que vous ne soyez parti, tenez, monsieur. V'là votre pantalon, v'là vos bas, allons Catherine, puisque vous n'avez pas peur que je m'habille devant vous, peur ? Ah ben par exemple, il est ben question de peur, quand madame souffre. Monsieur Durand se décide alors à descendre de son lit, et jetant de côté son bonnet de coton, laisse voir entièrement une petite tête, garnie de cheveux blonds qui descendaient presque sur ses sourcils, de grosses joues, un nez en trompette et de petits yeux gris, tout cela placé sur un corps ni grand ni petit, ni gras ni maigre,
faisait de M. Durand un de ces hommes, comme on en voit beaucoup, et qu'il serait difficile de juger sans entendre. V'là vos bretelles. Il fait terriblement froid cette nuit. Catherine, allons, monsieur. Un peu vite, tenez v'là votre gilet et mes jarretières, Catherine, vous ne me les aviez pas données. Mon Dieu, quand vous iriez sans jarretière à l'heure qu'il est, tenez, j'en vois une près de ces racines de fraisier, fraga, fragorum, pourvu que l'accoucheur soit chez lui, v'là votre habit. Monsieur, un instant, Catherine, et ma cravate, ah, monsieur, madame accouchera sans qu'on soit là, non, Catherine. Je suis sûr que nous avons le temps, je suis presque médecin, moi. Et quoique je n'ai pas encore eu d'enfant, je n'en sais pas moins comment ils se font, ce ne sont probablement encore que des avant-coureurs, allons, monsieur, vous v'là habillé, allez bien vite, je vous en prie, et mon chapeau donc, Dieu, qu'il fait froid cette nuit, courez, monsieur, ça fait que vous aurez plus chaud, je vais encore mettre ce foulard autour de mon cou. Catherine, prenez garde à ce paquet de sauge, Salvia salviae, qui est tombé de sa case. Pour toute réponse, Catherine pousse son maître hors de la chambre, descend devant lui l'escalier, ouvre la porte bâtarde de l'allée, et la referme brusquement sur le nez de M. Durand, au moment où celui-ci veut remonter pour prendre son mouchoir qu'il a oublié. Certaine enfin que son maître est parti, Catherine court frapper au second, chez Madame Ledoux, et après l'avoir éveillée, redescend près de sa maîtresse. Madame Ledoux est veuve d'un huissier, d'un ébéniste et d'un papetier. Elle a eu de ses 3 maris 14 enfants, dont 6 sont mariés et établis. Cependant Madame Ledoux n'a encore que 49 ans. C'est une grande femme maigre, qui se tient fort droit, a toujours un tour bien frisé et une collerette artistement plissée. Aussi Madame Ledoux prétend-elle avoir déjà refusé plusieurs fois un 4e mari. Quand on a fait 14 enfants, on doit avoir infiniment de prépondérance aux yeux des femmes enceintes. Aussi, Madame Ledoux, qui se flattait de pouvoir au besoin remplacer une sage-femme, n'était nullement embarrassée en pareille circonstance. C'était un plaisir pour elle que d'être témoin de l'entrée dans le monde d'une innocente créature, et comme toutes les dames n'ont pas ce courage, quand un semblable événement arrivait dans le quartier, il était rare qu'on ne s'adressât pas d'abord à la veuve du papetier, de l'huissier et de l'ébéniste. Au premier mot de Catherine, Madame Ledoux a répondu « Me voilà, j'y suis, je passe une robe et je descends. » En effet, à peine la bonne a-t-elle rejoint sa maîtresse que l'on voit arriver Madame Ledoux, qui, avec son bougeoir à la main, sa grande taille, sa camisole blanche et son bonnet à barbe, pourrait passer pour un esprit si elle habitait un vieux château. Eh bien, ma voisine, est-ce que le moment serait venu, Oh! Oui, Madame Ledoux, je crois bien que cette fois c'est pour tout de bon, répond Madame Durand en faisant de légères grimaces que lui arrachaient les douleurs. Tant mieux, ma voisine, il vaut mieux accoucher la nuit que le jour, on a moins de bruit dans les oreilles. Je suis accouché la nuit de mes 3 premiers, de mon 5e et de mes 4 derniers il est 1 heure, pourvu cependant que cela ne soit pas si long que pour Madame Dupont, la charcutière chez qui j'étais samedi, ça lui a pris comme vous, mais 16 heures en mal d'enfant, c'est fatigant. Et l'accoucheur la garde, personne n'est là. Eh bien, est-ce que je n'en sais pas autant que tout ce monde-là? À mon 8e enfant c'était un garçon, celui qui est mort d'une fièvre bilieuse, c'est dommage, un enfant superbe. Un né à la grecque, c'était de l'ébéniste celui-là, je me trouvais seul comme vous, ma voisine. J'avais renvoyé ma bonne la veille, parce qu'elle me volait, et mon mari était en course et fort éloigné. Eh bien, je ne me suis pas troublé, j'ai fait moi-même tous mes petits préparatifs. Catherine, est-ce que Monsieur Durand n'est pas revenu? Revenu, dit Catherine. Oh non, madame, il ne peut pas encore être revenu, mais je lui ai dit de courir, d'aller ben vite. Ah, Madame Ledoux, que je souffre, appuyez-vous sur moi, ma voisine, serrez-moi, ne craignez pas de me faire mal. Oh! Dans ces cas-là, je sais qu'il faut qu'on presse fortement quelque chose, il semble que cela soulageât mon 4e enfant, c'était une fille, c'était de l'huissier celle-là, je me rappelle que je tenais dans ma main un gros bâton de sucre de pomme, j'avais empoigné cela au hasard, mais je le serrais tellement que l'on eut ensuite toutes les peines du monde à le décoller de ma main. Allons, Catherine, préparons tout ce qui est nécessaire. Tout en babillant, Madame Ledoux, pour qui un accouchement est une chose fort ordinaire, fait disposer ce qu'il faut en pareille circonstance. Catherine exécute ses ordres en courant de temps à autre près de sa maîtresse, et en poussant de grandes lamentations.
parce que c'est la première fois qu'elle se trouve à une telle cérémonie. Madame Durand se désole de ne voir arriver ni l'accoucheur ni son mari, et la voisine cherche à la tranquilliser, en lui citant toujours ses couches, et celles dont elle a été témoin. Il y a près de 3/4 d'heure que Monsieur Durand est parti, et personne ne revient. L'accoucheur et la garde demeurent cependant à peu de distance. Madame Durand et Catherine s'impatientent, Madame Ledoux les tranquillise. « Mais si j'allais accoucher sans eux » s'écrie Madame Durand. « Eh bien, tant mieux ma voisine, cela prouverait un accouchement facile, c'est ce qui m'est arrivé à mon 10e, c'était du papetier celui-là. Un joli garçon vraiment, parbleu. Vous le connaissez ? C'est Jules, qui vient d'épouser la fille d'un limonadier du boulevard du Temple. Pour en revenir, j'avais été au spectacle la veille à la Gaîté, je crois qu'on donnait Huon de Bordeaux, ou l'épreuve des amants fidèles. Jolie pantomime à changement à vue, et dans laquelle on parlait ou on chantait, je ne m'en souviens plus. Je revins donc le soir du spectacle, légère comme une plume, je crois que j'aurais été au bal si mon mari, le papetier, avait voulu m'y mener. Eh bien, en arrivant, je n'ai pas plutôt soupé que crac. Il me prend des douleurs, et crac, 6 minutes après ah, Madame Ledoux, quelle souffrance du courage ma voisine. Quand vous en aurez fait 14 comme moi, vous ne serez pas si effrayé. Pendant que sa moitié souffrait et gémissait, Monsieur Durand courait dans la rue en soufflant dans ses doigts. Après avoir fait 200 pas, l'herboriste se rappelle qu'il n'a pas demandé s'il devait aller d'abord chez l'accoucheur ou chez la sage-femme. Il s'arrête et se dispose à retourner chez lui. Mais cependant il réfléchit que l'accoucheur doit être prévenu le premier, et reprenant son élan, il se dirige vers la rue Saint-Antoine, en se disant « Diable, il fait extrêmement froid, cette Catherine qui ne m'a pas laissé le temps de mettre mes jarretières si mes bas allaient tomber. Je m'enrhumerai infailliblement, je ne veux plus faire des enfants l'hiver, c'est-à-dire pour l'hiver, aller seul dans la rue au milieu de la nuit, ce n'est pas extrêmement prudent, j'aurais dû aller réveiller mon ami Belqueux. Puisqu'il est le parrain, il me semble qu'il pourrait bien faire les courses avec moi, un parrain est un second père, et cette femme qu'on a volée il y a 8 jours dans la rue du Petit Musc. Mais on serait bien adroit si on me volait, je n'ai rien sur moi, pas même de montre, me voici dans la rue Saint-Antoine, c'est étonnant comme une rue est différente la nuit, c'est tout au plus si je reconnais les maisons je crois que je m'enrhume déjà, je prendrai en rentrant une infusion de violette, et j'y mettrai des feuilles d'oranger Malus aurea. Tout en faisant ces réflexions, Monsieur Durand arpentait la partie de la rue Saint-Antoine que la lune éclairait, se tenant toujours à une distance respectueuse du côté qui était dans l'obscurité. Encore quelques pas, et l'herboriste sera chez l'accoucheur dont il peut déjà apercevoir la maison, quoiqu'elle se trouve du côté de l'ombre, ce qui le contrarie un peu, mais en portant des regards craintifs vers les maisons voisines, Monsieur Durand aperçoit un homme arrêté positivement en face de la demeure du docteur. À cet aspect, l'herboriste s'arrête subitement, puis fait 4 pas en arrière en cherchant son mouchoir dans sa poche, ne se souvenant plus qu'il n'en a pas pris. Enfin, il s'essuie le visage avec le foulard qu'il a passé autour de son cou, et les yeux toujours fixés sur l'homme qu'il aperçoit dans l'ombre, se dit « Il y a là quelqu'un, il y a là un homme, il y en a peut-être 2 dans l'obscurité, on ne peut pas bien compter, mais ils ne se sont pas mis à l'ombre sans dessein, qu'est-ce que c'est que cet homme ? Si c'était des simples, je dirais tout de suite c'est cela, et voilà à quoi c'est bon ce diable d'homme. Précisément devant la maison de l'accoucheur, je suis sorti sans armes, Catherine m'a tant pressé que faire. Je crois que je devrais aller d'abord chez Madame Moka, la garde, je reviendrai ensuite ici, et peut-être cet homme ne serait-il plus là. C'est singulier, il ne fait plus si froid que tout à l'heure. Pendant que Monsieur Durand fait ses réflexions, en se tenant toujours dans le côté éclairé par la lune, et à une honnête distance de l'objet de ses inquiétudes, l'homme arrêté devant la maison, et qui n'était autre qu'un ivrogne, regardait à terre en faisant tout son possible pour ne pas se laisser tomber sur le pavé. Avant de rentrer chez sa femme, il avait voulu compter ce qui lui restait de sa paye, et plusieurs pièces de monnaie étaient tombées de sa main. Le pauvre diable faisait de vains efforts pour les retrouver, en murmurant de temps à autre « Maudite nuit, pourquoi ne mettons pas des lanternes du côté où il n'y a pas de lune ? J'ai perdu au moins 15 sous, j'aurais mieux fait de tout boire. Il fait nuit comme dans un four sur ces guerdins de pavés, ma femme va me rosser,
mais ça m'est égal, je lui abandonne le côté où j'ai des durillons, encore s'il passait un ami pour chercher avec moi. Oh! Oh! Ces canailles de jambes qui ne veulent pas me tenir ferme pas plus dessous que dans mon œil, ils seront tombés dans la ruelle de queue pavé. Là de chercher inutilement, l'ivrogne abandonne enfin la place, et s'éloigne en murmurant, mais sans avoir aperçu Durand. Celui-ci sent que la respiration lui revient, en voyant l'homme s'éloigner lentement au lieu de venir à lui, et il se décide alors à s'approcher de la maison de l'accoucheur en se disant « Il n'a pas osé s'adresser à moi, ma contenance ferme l'a fait renoncer à ses mauvais desseins, allons, allons. Ce n'est pas moi qui reculerai devant un homme quand il s'agit d'avoir un héritier, je ne vois plus les périls en avant. » Et Monsieur Durand s'assure encore si l'homme ne revient pas, puis il court vers la maison du docteur, et saisissant la petite sonnette placée auprès de la porte, il la tire avec force, en tournant toujours la tête du côté par où l'homme s'est éloigné. On ouvre une croisée au second et l'on demande ce qu'on veut. C'est moi, Durand, herboriste de la rue Saint-Paul, qui vient chercher monsieur le docteur accoucheur, pour ma femme qui a envie d'accoucher, répond notre homme d'une voix qu'il tâche de rendre ferme. Monsieur le docteur est auprès d'un malade, mais dès qu'il rentrera, on l'enverra chez vous. Comment, auprès d'un malade, s'écrie Durand, mais il me semble que quand il s'agit d'un nouveau-né dont je suis le père. L'herboriste ne finit pas sa phrase, car en ce moment il voit revenir vers lui la personne qui l'a si fort inquiété. L'ivrogne s'était arrêté un peu plus loin, indécis s'il retournerait chercher ses gros sous, lorsque la voix de monsieur Durand avait frappé ses oreilles. Il s'était persuadé que c'était à lui qu'il en voulait, et qu'ayant trouvé son argent, on l'appelait pour le lui rendre. Il revenait donc sur ses pas aussi vite que ses jambes le lui permettaient, en criant d'une voix enrouée « Me v'là, l'ami me v'là, attends un peu, c'est à moi cet argent-là, attends, je t'aurai bento rattrapé. » Durand, qui ne se soucie nullement d'être rattrapé et qui prend pour des menaces les paroles de l'ivrogne, abandonne la place et se met à courir de toutes ses forces, poursuivi par l'ivrogne dont à chaque instant il s'éloigne davantage, mais qu'il s'imagine avoir sur les talons. Il arrive tout haletant rue des Nonaindières, il ne sait plus quel est le numéro de la maison de Madame Moka, mais il se jette sur une porte qu'il croit reconnaître, empoigne le marteau à deux mains, frappe 7 ou 8 coups de suite, de manière à ébranler la maison et réveiller tout le quartier. Trouvant qu'on ne lui répond pas assez vite, il refrappe encore, plusieurs fenêtres s'ouvrent. « Que voulez-vous ? Qu'y a-t-il donc ? » demandent plusieurs personnes avec inquiétude. « La garde, la garde, la garde !» répond l'herboriste d'une voix étouffée par la terreur et en faisant toujours aller le marteau quoiqu'on le prie de ne plus frapper. « Mais où cela la garde ? Chez qui ? Qu'est-il arrivé ? Est-ce le feu ? La garde, la garde. Chez moi, la garde herboriste rue Saint-Paul. » Monsieur Durand n'en peut pas dire davantage, il s'aperçoit que l'homme qu'il fuit vient de gagner du terrain et s'approche de lui. Il lâche aussitôt le marteau, se sauve par le haut de la rue, fait plusieurs détours en courant toujours, et, sans trop savoir comment, arrive enfin devant sa porte, l'ouvre avec un passe-partout que Catherine avait mis dans la poche de son gilet, et se jette dans son allée comme un homme qui vient d'échapper à une mort certaine. Les douleurs de Madame Durand ne faisaient qu'augmenter. En entendant refermer avec violence la porte de l'allée, elle s'écrie « Enfin les voilà !» Mais on ne voit entrer dans la chambre que monsieur Durand, pâle, effaré, le front couvert de sueur, son foulard défait, ses bas sur ses talons, et qui est quelques minutes sans pouvoir reprendre sa respiration. « Ah, mon ami, tu as bien couru ?» dit Madame Durand qui éprouve un instant de trêve à sa douleur. « Oui, oui, certes, j'ai couru, » répond monsieur Durand, en regardant autour de lui pour s'assurer qu'il est bien en sûreté. « Nous avons pourtant trouvé le temps long, mon voisin, » dit Madame Ledoux. « Et moi donc, croyez-vous que j'étais à mon aise dans la rue, l'accoucheur va-t-il venir, mon ami ? Oui, madame, oui, tout le monde va venir, ouf, je n'en puis plus. » Mais qu'avez-vous donc, monsieur ? Dit Catherine, vous avez l'air tout sang dessus-dessous, Parbleu, on le saurait à moins, j'ai été attaqué par un voleur, par 2 ou 3 voleurs, on m'a poursuivi assez longtemps, si je n'avais pas eu autant de force pour courir, c'était fait de moi. Ah mon Dieu, mon pauvre ami. Vous pouvez vous flatter, madame, que cet enfant-là m'aura donné assez de peine. Eh bien, voisin,
c'est comme à mon 13e. Mon mari, c'était le papetier, venait de sortir, comme vous, pour aller chercher l'accoucheur. Nous demeurions alors rue des Lions, et vous savez que la rue des Lions est mauvaise, oh, elle est très mauvaise. Il était près de 3 heures du matin, le temps était vilain, je me rappelle qu'il avait plu toute la soirée. En détournant le coin de la rue des Lions, mon mari entend marcher près de lui. Heureusement, j'avais eu la précaution de lui faire prendre son rotin. Ah, mon Dieu, voilà que ça revient, s'écrie Madame Durand dont les douleurs recommencent. Qui est-ce qui revient ? Dit vivement l'herboriste, en regardant derrière lui. Pardi, monsieur, c'est madame qui souffre, dit Catherine, et cet accoucheur qui ne vient pas. Dans ce moment, on entend frapper avec violence à la porte de l'allée. La domestique descend en courant, et sans se donner le temps de prendre de lumière, elle court ouvrir la porte, puis remonte aussitôt en criant aux personnes qui sont dans la rue, « Entrez, entrez vite, suivez-moi, oh ! Il est ben temps que vous arriviez. » Et la pauvre Catherine est déjà retournée près de sa maîtresse, à qui la douleur arrache des cris violents. « N'ayez plus d'inquiétude, madame, » lui dit-elle, « voilà notre monde arrivé. » En effet, dans ce moment les pas de plusieurs personnes se faisaient entendre dans l'escalier. Bientôt on ouvre brusquement la porte, et un caporal, accompagné de 4 fusiliers, entre dans la chambre en criant d'une voix terrible, « Où sont les voleurs ?» Au même instant la crise s'opère. Madame Durand met au monde un petit garçon que Madame Ledoux reçoit dans ses bras, en s'écriant « Il sera aussi fort que mon 14e. » Monsieur Durand retombe sur sa chaise, examinant les soldats d'un air surpris, et balbutiant « Messieurs, c'est un garçon. »« C'est un garçon, » répète Catherine. Alors le caporal se retourne vers ses hommes, qui se regardent tous avec étonnement, en répétant « Ah, hein, c'est un garçon. » Fin du chapitre 1. Chapitre 2, le baptême. Après le premier moment donné au trouble, à la joie, aux exclamations que causait la vue du nouveau personnage qui venait d'entrer dans le monde, en présence d'un caporal et de 4 fusiliers, on commença à se regarder, à se questionner, chacun trouvant fort singulier ce qu'il voyait, et le caporal fut le premier à s'écrier. « Ah ça, mon brave homme, c'est donc pour qu'elle soit témoin de la naissance de votre fils, que vous avez été chercher la garde ? Mais mon ami, à quoi donc avez-vous pensé ? Dit Madame Durand. Cette idée de faire venir un régiment pour voir Madame accoucher, murmure Catherine. Par exemple, s'écrie Madame Ledoux, j'en ai fait 14, et j'en ai reçu plus de 100 dans mes bras, mais voilà la première fois que je vois un accouchement aussi militaire. Monsieur Durand, qui a eu le temps de se remettre de sa frayeur et de sa surprise, dit enfin, je n'ai point été vous requérir, messieurs, et je ne comprends pas pourquoi vous êtes venus. Nous sommes venus à la requête de 2 jeunes hommes de la rue des Nonnindières, qui sont accourus au poste, en nous engageant d'aller ben vite chez l'herboriste de la rue Saint-Paul, qui venait de réveiller tout le quartier en criant à la garde, « Voilà, mon bourgeois !» Monsieur Durand se pince les lèvres au récit du caporal, Catherine se retourne pour ne point rire au nez de son maître, et Madame Ledoux s'écrie, « Il y a eu erreur manifeste, mon voisin, vous aurez sans le vouloir, répandu l'alarme dans le quartier. » Monsieur Durand feint de ne pas comprendre comment cette méprise a pu avoir lieu. Dans ce moment on entend dans l'allée la voix aigre de Madame Moka, qui crie « Éclairez donc, Catherine, éclairez donc, voici monsieur le docteur, il est bien temps, » dit Madame Ledoux. L'accoucheur et la garde arrivaient en effet, lorsque tout était fini. Encore Madame Moka ne s'était-elle mise en route que pour aller s'assurer si le feu n'était point chez Monsieur Durand. Le plus pressé est de renvoyer les soldats, mais Madame Durand ne veut pas qu'ils aient été témoins de la naissance de son fils sans boire à sa santé. Catherine est chargée de les faire entrer dans la boutique et de leur offrir le petit verre. Monsieur Durand suit les soldats et leur propose à chacun une tasse d'infusion de violette ou de tilleul, mais les militaires préfèrent de l'eau-de-vie. À la santé du nouveau-né, dit le caporal en élevant son verre. Les soldats imitent leur chef. Monsieur Durand fait un profond salut et avale un grand verre d'eau sucrée, en disant « À la santé de mon jeune fils primogenitus. »« À la santé du petit primogenitus », répète le caporal, qui croit que ce nom est celui du nouveau-né. Catherine fait des bonds de joie en s'écriant « Pardi, ce garçon-là sera un brave homme.
ça lui portera bonheur d'avoir été salué tout de suite par des militaires. Le caporal se retourne en passant ses doigts dans sa moustache, et sourit gracieusement à la bonne. Et à la santé de madame, est-ce que vous n'y boirez pas aussi? Dit Catherine. Si fait la belle fille. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.